Léo Maxwell pensait n'avoir hérité que d'un cimetière d'acier rouillé, mais son berger allemand, Kaiser, savait qu'il y avait autre chose. Le chien ignora les grues géantes et les entrepôts en ruine. Au lieu de cela, une force invisible l'attira vers une bande de sable isolée, un endroit qui semblait oublié par le temps. Ignorant les appels de Léo, Kaiser se mit à creuser avec une urgence désespérée, comme s'il essayait de déterrer un souvenir. Puis, du sable froid et humide, il sortit quelque chose qui n'avait pas sa place là. Un petit sac à dos d'enfant délavé. Mais c'est l'objet conservé à l'intérieur qui fit s'arrêter le cœur de Léo. Une étiquette de bagage enveloppée dans du plastique, portant le nom d'une petite fille et une destination allée simple, le Canada, dans une ville rongée par une maladie silencieuse. Léo comprit qu'il avait pas hérité d'une propriété, mais d'un sombre secret, et que le premier indice venait de lui être livré par son fidèle chien. Merci de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. La vieille camionnette Ford gémit en franchissant la dernière colline, le moteur se plaignant après le long voyage vers le nord. En contrebas, niché dans une courbe grise de la côte principale, se trouvait la ville de Port Blossom. C'était un endroit qui semblait s'abandonner activement à la mer et au ciel, ses couleurs atténuées comme si un artiste avait balayé tout le paysage avec un pinceau sale. La rouille coulait des bords du panneau de bienvenue. Les fleurs peintes de son nom s'étaient depuis longtemps écaillées. Au volant, Léo Maxwell gardait les mains fermes à 10 et 2 heures, une habitude issue d'une vie qui exigeait du contrôle dans les moments de chaos. C'était un homme dans la fin de la trentaine, bien que les rides autour de ses yeux suggéraient davantage. Sa silhouette était mince et pratique, façonnée par la nécessité plutôt que par la vanité. Ses cheveux bruns courts commençaient à des mèches argentées aux tempes et une légère cicatrice pâle traversait son sourcil gauche, rappel permanent d'un jour qu'il s'efforçait d'oublier. Son visage, souvent figé dans un masque calme et observateur, n'était adouci que par la profonde gentillesse de ses yeux noisettes, une gentillesse qui en avait trop vu. Il avait quitté l'armée 5 ans auparavant, mais la vigilance silencieuse d'un médecin de combat ne l'avait jamais vraiment quitté. Une tête lourde se posa sur son épaule droite, suivie d'un souffle doux et chaud contre son cou. Léo jeta un coup d'œil, un léger sourire effleurant ses lèvres pour la première fois de la journée. Kaiser, le berger allemand, avait 6 ans. C'était un animal magnifique dans la fleur de l'âge. Son pelage était d'un beau mélange épais de gris argenté et de blanc, contrastant fortement avec le noir et le fauve typique de sa race. Ses oreilles étaient perpétuellement en alerte, et ses yeux sombres et intelligents ne manquaient de rien des étrangers. Sa taille et son immobilité vigilante pouvaient être imposantes, mais pour Léo, il était un ancrage stable dans un monde qui semblait souvent à la dérive. Le chien avait été un cadeau de son unité, un chiot poilu et maladroit qui était devenu le partenaire le plus fidèle qu'un homme puisse souhaiter. Sentant maintenant la tension chez son maître, Kaiser gémit doucement, un grondement sourd d'inquiétude dans la poitrine. « On y est presque, mon pote », murmura Léo en se penchant pour gratter l'oreillant du chien. Juste un peu plus loin, alors qu'ils descendaient vers Port Blossom, l'atmosphère oppressante de la ville s'abattit sur eux comme un linceul humide. Ce n'est pas seulement calme, elle était d'un silence inquiétant. Les maisons, qui auraient dû être de charmants cottages en bord de mer, étaient au contraire des exemples de négligence, leurs peintures s'écaillant en longues bandes, leurs porches s'affaissant comme des épaules fatiguées. Léo vit des visages aux fenêtres, pâles et tirés, leurs yeux suivant la lente progression du camion, avançaient lentement avec un mélange de suspicion et de profonde lassitude. Quelques personnes étaient assises sur le perron de leur maison, le regard perdu dans le vide, le corps affalé dans une posture de défaite. Ce qui frappa le plus Léo, ce que son œil de médecin ne pouvait pas ignorer, c'était la maladie. Elle se manifestait dans la couleur jaunâtre de leur peau, dans leurs pommettes saillantes, dans la façon dont une femme toussait profondément dans son poing en se précipitant à l'intérieur, serrant un pull fin autour de son corps frêle. C'était une ville imprégnée d'une misère chronique et silencieuse. Il s'arrêta devant un petit bâtiment sans prétention avec une enseigne délavée sur laquelle on pouvait lire « Abernathy-Law ». Lorsqu'il coupa le moteur, le silence soudain sembla pesant, seulement rompu par le cri lointain d'une mouette. « Reste ici », dit Léo à Kaiser en lui donnant une dernière tape. Le chien le regarda d'un regard fixe tandis qu'il sortait du camion. L'air salé et humide avait une légère odeur désagréable, quelque chose de vaguement chimique. Le bureau était sombre et sentait le vieux papier et la poussière. Un vieil homme voûté, avec une frange de cheveux blancs et des lunettes épaisses, leva les yeux d'un grand bureau en bois. C'était M. Abernathy,
l'avocat qui l'avait appelé une semaine auparavant pour lui annoncer une nouvelle déconcertante. « Monsieur Maxwell », dit l'avocat d'une voix sèche comme des feuilles mortes, en lui indiquant un fauteuil en cuir usé. « Merci d'être venu. J'ai été l'avocat du colonel Donovan pendant de nombreuses années. » Léo s'assit, le dos droit, les mains posées sur les genoux. Il n'avait pas vu le colonel depuis près de 10 ans, depuis les funérailles locales de la femme de Donovan. James Donovan avait été plus qu'un. Commandant, il avait été un mentor, une figure paternelle qui avait vu le potentiel d'un jeune homme perdu et l'avait guidé d'une main ferme mais juste. La nouvelle de son décès, suite à une crise cardiaque soudaine, avait été comme une onde de choc lointaine et retardée provenant d'une vieille explosion. J'ai préparé tous les documents nécessaires pour le transfert de propriété, continua M. Abernathy en faisant glisser un épais dossier sur le bureau. Conformément à son testament, l'ensemble du patrimoine de la famille Donovan, qui comprend le chantier naval de Port Blossom et les terrains environnants, vous appartient désormais légalement. Léo fixa le dossier, les mots lui échappant presque. Un chantier naval ? Cela n'a aucun sens, monsieur. Je ne comprends pas. Le colonel et moi n'avions pas parlé depuis des années. Il n'avait pas d'autre famille. M. Abernathy secoua lentement la tête. Il n'en restait plus aucun et il avait été très précis dans ses instructions. Il avait également laissé ceci pour que vous le receviez en personne. L'avocat lui tendit une simple enveloppe scellée. Le nom de Léo était écrit sur le devant, dans l'écriture familière et précise du colonel. Il sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'il brisait soigneusement le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule feuillade de papier. Il la déplia et ses yeux parcoururent les lignes d'encre. « Léo, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je m'excuse pour le caractère abrupt de cet héritage, mais je n'ai plus de temps et je n'ai personne d'autre en qui j'ai confiance. Le chantier naval appartient à ma famille depuis des générations, un héritage de construction de bateaux qui naviguent sur la mer. Cependant, au cours de ma vie, il est devenu autre chose, un héritage d'un autre genre. Je te le lègue, mon fils, non seulement en raison du respect et de l'affection que je te porte, mais aussi en raison de qui tu es. Je n'ai jamais rencontré de meilleur médecin de combat. Ton but a toujours été de sauver des vies, de courir vers ceux qui souffrent alors que les autres s'enfuient. Cette compétence, cet instinct sont plus que jamais nécessaires ici. Considère ceci comme mon dernier ordre. Il y a une mission à accomplir, une promesse que j'ai faite et que je n'ai pas pu tenir de mon vivant. Le chantier naval en détient la clé. Regarde bien, les habitants de cette ville méritent une chance de se battre. Ne les laisse pas tomber. À toi, colonel James Donovan Léo. Léo relut la lettre 2 fois, un poids froid s'installant dans son estomac. Une mission, une promesse. Il leva les yeux de la page, l'esprit en ébullition. L'image des visages malades et fatigués qu'il venait de voir lui revint à l'esprit. L'hostilité qu'il avait ressentie dans leurs regards lui semblait soudain moins être de la malveillance et plus autre chose, du désespoir. Il plia la lettre et la glissa soigneusement dans la poche de sa veste. Après avoir signé les documents dans un état second, il serra la main de M. Abernathy et ressortit dans l'après-midi gris. Le trajet jusqu'au chantier naval ne prit que quelques minutes. Il était situé à l'autre bout de la crique, tel un géant squelettique tentaculaire se découpant sur l'horizon. Une haute clôture grillagée surmontée de barbelés rouillés entourait la propriété. Léo utilisa la clé fournie par l'avocat pour déverrouiller le lourd portail qui grinça en signe de protestation lorsqu'il le poussa pour l'ouvrir. Il traversa le portail avec son camion et se gara près d'un grand entrepôt abandonné. Il sortit et Kaiser sauta immédiatement à ses côtés à côté de lui, le nez frétillant alors qu'il humait les nouvelles odeurs de fer froid, de vieille huile et de pourriture salée. Devant eux s'étendait un paysage industriel mort, d'énormes squelettes rouillés de grues griffant le ciel, des mauvaises herbes poussant épaisses et tenaces à travers les fissures du béton, le vent sifflant à travers les coquilles vides des bâtiments, créant un son grave et lugubre. C'était un cimetière d'ambition, un endroit où tout but avait depuis longtemps rouillé. Pourtant, alors que Léo se tenait là, la lettre du colonel lui semblait être un poids lourd dans sa poche. Il regarda l'héritage vaste et silencieux devant lui, puis baissa les yeux vers Kaiser qui se tenait appuyé contre sa jambe. Une présence vivante et chaleureuse au milieu de toute cette décomposition, une mission à accomplir. Léo prit une profonde inspiration, l'air froid remplissant ses poumons. Il était venu à Port Blossom en quête de paix, d'un endroit calme où échapper à ses démons. Il comprenait maintenant qu'il avait été amené ici pour une raison tout à fait différente. Il avait été amené ici pour une guerre. Le premier matin, à Port Blossom se leva sans lever de soleil, le ciel passant simplement du charbon au gris terne. Léo avait passé une nuit agitée dans le camion, les mots de la lettre du colonel résonnant dans son esprit comme un écho persistant.
Il se réveilla avec la sensation du nez froid de Kaiser qui lui poussait la main, le gémissement doux de Kaiser, une invitation délicate à commencer la journée. Après un maigre petit déjeuner composé de barres protéinées et d'eau en bouteille, ils se mirent en route. Léo avançait avec une détermination calme et méthodique, d'un pas assuré, tandis qu'il parcourait le paysage dangereux de rouille et de ruines. Il commença par les entrepôts principaux, dont l'intérieur caverneux était sombre et silencieux, sentant le béton humide et les fantômes. La lumière du soleil luttait pour traverser les vitres encrassées, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air immobile. Tout ce qui avait de la valeur avait été dépouillé depuis longtemps, ne laissant que des machines lourdes et immobiles, boulonnées au sol comme d'anciennes idoles dans un temple oublié. Kaiser restait près de lui, mais une agitation inhabituelle s'était emparée de lui. Ses oreilles remuaient constamment et son nez était perpétuellement en l'air, testant des odeurs que Léo parvenait pas à déchiffrer. Alors que Léo se concentrait sur les structures évidentes, Kaiser semblait attiré par la périphérie, son regard souvent fixé sur une partie dense et envahie par la végétation de la propriété qui bordait la crique. À midi, Léo avait atteint les structures squelettiques massives des cales sèches où les navires en étaient autrefois construits et réparés. Ici, le sentiment de décadence était le plus profond. Les poutres d'acier, aussi épaisses que la poitrine d'un homme, se détachaient en lambeaux oranges. C'était un lieu d'une immense puissance, désormais rendu complètement inerte par le temps et la négligence. Alors que Léo examinait le treuil corrodé d'une grue géante, il sentit une traction déterminée sur la laisse en cuir usé qu'il tenait dans sa main. Il baissa les yeux. Kaiser le fixait, le corps tendu, le regard fermement dirigé vers le mur enchevêtré de roses de sauvages et d'herbes marines envahissantes à leur gauche. Le chien poussa un gémissement grave et insistant. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Léo d'une voix douce. Kaiser tira à nouveau, plus fort cette fois, l'éloignant du chemin principal. Il était insistant, son intention claire. Léo hésita un instant, puis soupira. Il avait appris depuis longtemps à faire confiance à l'instinct du chien. Kaiser avait une capacité étrange à sentir les choses qui n'étaient pas à leur place, une aptitude qui avait alerté Léo sur des dangers cachés plus d'une fois dans les montagnes tranquilles où ils avaient tenté de trouver la paix. « D'accord, céda Léo. Montre-nous le chemin. » La queue du chien donna un coup satisfait contre la jambe de Léo avant de plonger dans les broussailles. Le chemin était à peine visible, une piste effacée qui avait été reconquise par la nature. Des branches épineuses entre les talons s'accrochaient à Léo. Frappa une seule fois la jambe de Léo d'un coup satisfait avant de plonger dans les sous-bois. Le chemin était à peine visible, une piste effacée qui avait été reconquise par la nature. Des branches épineuses s'accrochaient à la veste de Léo et ses bottes s'enfonçaient dans la terre molle et humide. Il était évident que personne n'était venu par là depuis très longtemps. Après avoir avancé d'environ 50 mètres à travers le feuillage dense, le fourré s'ouvrit soudainement. Il se trouvait devant une longue structure basse dont le toit en tôle ondulée était presque entièrement recouvert d'un épais tapis de mousse et de vignes rampantes. Une vieille bâche en toile décolorée avait été tendue en travers de sa large entrée, maintenue par de lourdes chaînes et des ancrages rouillés. Elle était parfaitement camouflée, conçue pour ne pas être trouvée. Il s'agissait d'un deuxième embarcadère complètement caché du chantier naval principal et de la ville. Kaiser s'avança et poussa la lourde bâche avec son museau, regardant Léo avec impatience. Un nœud froid d'intrigue se forma dans l'estomac de Léo. C'était quelque chose de différent, un lieu rempli de secrets. Mais avant que Léo puisse enquêter sur l'embarcadère, l'attention de Kaiser, il trotta devant l'entrée, caché, vers un petit croissant isolé de sable et de galets qui se trouvait juste derrière, une plage privée à l'abri du reste de la crique. L'attitude du chien passa d'insistante à urgente. Il baissa la tête, son nez effleurant la surface du sable humide, reniflant frénétiquement et bruyamment. Il fit les 100 pas dans une petite zone près de la ligne de marée haute, une ligne d'algues et de bois flottait marquant la dernière limite de l'eau. Puis il s'arrêta, regarda Léo, les yeux noirs écarquillés, et poussa un aboiement aigu. Sans attendre d'ordre, il se mit à creuser de ses puissantes pattes avant, projetant des gerbes de sable humide derrière lui. Il creusait avec une énergie frénétique que Léo n'avait jamais vue auparavant, un besoin désespéré de déterrer ce qui se trouvait sous la surface. Léo s'approcha, ses bottes craquant sur les coquillages. « Doucement, mon garçon, qu'as-tu trouvé » Kaiser l'ignora, totalement concentré. Un instant plus tard, ses griffes entêtées touchèrent dans quelque chose de mou. Il tira en gémissant et poussant l'objet avec son museau. Léo s'agenouilla à côté de son chien.
les genoux de son jean s'enfonçant dans le sable froid et humide. Il plongea la main dans le trou peu profond, et ses doigts effleurèrent un tissu détrempé. Avec précaution, il dégagea le sable restant et sortit l'objet. C'était un petit sac à dos, du genre de ceux que les jeunes enfants portent à l'école. Sa couleur bleu vif était délavée et tachée par l'eau de mer, et une fusée de dessins animés était à peine visible sur sa poche avant. Il était lourd, rempli d'eau et de sable. Le cœur de Léo fit un bond douloureux dans sa poitrine. Il ouvrit la fermeture éclair du compartiment principal avec des doigts agiles et expérimentés. À l'intérieur, un livre de coloriage détrempé avait vu ses pages se transformer en une masse colorée et pâteuse, mais dans la poche avant, il trouva un petit sac en plastique transparent scellé au sommet qui avait protégé son contenu de là-haut. Les mains de Léo tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient deux objets. Le premier était un dessin au crayon représentant 3 silhouettes. Un homme, une femme et un petit enfant se tenant la main à côté d'un soleil souriant et d'un grand bateau sur une mer bleue ondulée. Le deuxième objet était une étiquette de bagage. Il s'agissait d'une simple étiquette en papier enfermée dans une pochette en plastique. Sur celle-ci, une écriture soignée indiquait Ramsandselojong Lily M, destination Halifax, NS, Canada. Léo fixa le nom et la destination. Lily Canada, une enfant enfouie sur une plage cachée à côté d'un embarcadère secret, les visages hostiles et désespérés des habitants de la ville, la maladie rampante, la lettre énigmatique du colonel Donovan au sujet d'une dernière mission pour sauver des gens. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, non pas pour former une image claire, mais plutôt un contour sombre et troublant. Ce n'était pas seulement un lieu d'industrie et de décadence, c'était un lieu de départ, un lieu d'évasion. Cette terre secrète dont il avait hérité, il en était de plus en plus certain, avait été un dernier tremplin désespéré dans un voyage loin d'une mort lente et silencieuse, et une petite fille nommée Lily en avait été l'une des passagères. Léo se leva, tenant précieusement la petite étiquette dans sa main, et regarda au-delà des eaux grises et agitées vers le nord. Kaiser était assis à côté de lui, appuyé contre la jambe de Léo. Sa tâche accomplie, l'étiquette de bagage de l'enfant semblait incroyablement petite et fragile dans la main de Léo, minuscule témoignage d'une vie déracinée. Il se tenait sur la plage cachée, le vent froid soufflant sur l'eau, et regardait le bateau camouflé. Les questions qui tourbillonnaient dans son esprit depuis qu'il avait lu la lettre du colonel trouvaient désormais un point de convergence. Il savait que la réponse se trouvait là. Laissant le sac à dos là où Kaiser l'avait trouvé, Léo s'approcha de l'entrée de la structure cachée. La lourde bâche en toile était raide à cause de l'âge et du sel marin, et les chaînes qui la maintenaient en place étaient épaisses de rouille. Il lui fallut toute sa force pour décrocher l'une des lourdes ancres de son amarrage. Avec un grincement de métal, il réussit à créer une ouverture suffisamment grande pour se faufiler à l'intérieur. Il entra, suivi de si près par Kaiser, que le chien effleura sa jambe. L'air à l'intérieur était frais et chargé d'odeurs de diesel, de sel et de vieux bois. C'était un lieu hors du temps, un sanctuaire à l'abri de la décrépitude qui ravageait le reste du chantier naval. Flottant paisiblement dans les eaux calmes et sombres de la cale se trouvait un bateau. Ce n'était pas un navire moderne et élégant, mais un vieux chalutier à large poutre, long d'environ 12 mètres, avec une timonerie robuste et un large pont ouvert. Sa peinture blanche était propre, contrastant fortement avec la rouille et la crasse à l'extérieur. Ses boiseries étaient bien huilées malgré leur âge, et chaque pièce de laiton brillait d'un éclat doux et poli. À l'arrière, peint en lettres bleues marines simples et élégantes, figurait le nom The Morning Star. Ce nom frappa Léo avec une force tranquille. The Morning Star, la dernière lueur qui résiste à l'obscurité avant l'aube. C'était un navire d'espoir. Il pouvait voir maintenant que ce bateau avait été entretenu avec un dévouement qui allait bien au-delà de la simple maintenance. Il avait été aimé. Il avait été une bouée de sauvetage. Il passa du quai au pont, ses bottes produisant un son doux et solide, le bateau tanguant à peine sous son poids. Kaiser le suivit, ses griffes produisant de légers cliquetis, tandis qu'il explorait le pont, son nez travaillant sans relâche. Léo se dirigea vers la timonerie, sa main effleurant une corde soigneusement enroulée. Tout était à sa place, prêt. On aurait dit que le capitaine s'était juste éloigné un instant et qu'il reviendrait d'une minute à l'autre pour démarrer le moteur et prendre la mer. Il entra dans la petite cabine. Elle était spartiate mais impeccablement propre. Une boussole et d'autres instruments nautiques étaient fixés près de la barre. Une carte bien usée de la côte principale et des maritimes canadiennes était étalée sur une petite table.
Il fouilla les compartiments à la recherche d'un journal de bord standard, le registre officiel des voyages du navire, mais ne trouva rien. Il y avait des manuels pour le moteur, des pièces de rechange et des couvertures en laine soigneusement pliées, mais pas de journal de bord. C'était un navire fantôme, son histoire délibérément effacée. Il était sur le point d'abandonner ses recherches dans la cabine lorsqu'il trouva des manuels pour le moteur, des pièces de rechange et des couvertures en laine soigneusement pliées, mais pas de journal de bord, le registre officiel de ses voyages. Mais il ne trouva rien. Il y avait des manuels pour le moteur, des pièces de rechange et des couvertures en laine soigneusement pliées, mais pas de journal de bord. C'était un navire fantôme dont les histoires avaient été délibérément effacées. Il était sur le point d'abandonner ses recherches dans la cabine lorsqu'il remarqua que Kaiser, le chien, n'explorait plus les lieux. Il se tenait parfaitement immobile dans l'espace étroit entre la table à cartes et la coque, la tête baissée. Il poussa un gémissement faible, presque inaudible, et gratta doucement le plancher en bois. « Qu'est-ce qu'as-tu trouvé, Buddy » murmura Léo. Kaiser leva les yeux vers lui, puis les baissa à nouveau vers le sol en gémissant à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Il gratta au même endroit, ses griffes raclant le bois. Léo s'agenouilla et passa sa main sur les planches. Elles semblaient solides et alignées avec le reste du sol, mais en appuyant dessus, il sentit un léger mouvement, une petite irrégularité qu'il n'aurait jamais remarquée sans l'aide de son partenaire. Il sortit un outil multifonction de sa poche et utilisa le tournevis plat pour soulever délicatement le bord de la planche. Celle-ci résista un instant, puis se souleva avec un léger soupir d'air déplacé. En dessous, il n'y avait pas la cale sombre du navire, mais un compartiment étanche, peu profond, recouvert de plomb. À l'intérieur, reposant sur un lit de sachets de gel de silice pour le garder au sec, se trouvait un seul livre relié en cuir épais. Léo le souleva. Il était lourd, sa couverture lisse et usée par une manipulation fréquente. Il porta le livre jusqu'à la table à cartes, s'assit sur le tabouret du capitaine et l'ouvrit. Ce n'était pas un journal de bord, mais quelque chose de bien plus personnel, de bien plus bouleversant. Les pages étaient des remplies de l'écriture précise et pointue du colonel Donovan. Chaque entrée était un témoignage silencieux de sa guerre secrète. La première entrée datait d'il y a près de 7 ans, peu après le décès de sa femme. Léo commença à lire, le cœur de plus en plus lourd à chaque ligne. Famille, les Abernathy. John, Mary, Samuel, 6 ans. Évaluation de santé. Samuel souffre de graves troubles respiratoires. John montre des signes de fatigue chronique et d'éruptions cutanées persistantes. Mary est enceinte à haut risque. Départ le 19 août 2018 à 23h45. Épais brouillard côtier, visibilité inférieure à 30 mètres, destination Yarmouth, contact sécurisé. Entrée après entrée, le même récit déchirant se répétait. Un nom de famille suivi d'une brève évaluation clinique et trop familière de leur état de santé. Famille, les Riley, Thomas, Suzanne, Chloé, 9 ans, Ben, 5 ans. Évaluation de santé, Chloé souffre de migraines invalidantes, Thomas a perdu 15 kilos au cours de l'année dernière, cause inconnue, tous les membres présentent des taux élevés de plomb. Famille, les Jenkins, Marc, Sarah, Lily, 4 ans. Évaluation de santé, Lily, infection récurrente asthmatique, Marc, arthrite précoce, départ le 2 septembre 2024, 0-1-20. En bordure de l'ouragan Lee, vent violent du nord-est, mer agitée, une traversée difficile mais nécessaire pour se mettre à l'abri. Le regard de Léo s'arrêta sur la dernière entrée. Lily, la petite fille, du sac à dos. Il pouvait presque la voir. Une petite enfant frêle, embarquée à bord de ce même bateau en pleine nuit, le vent hurlant autour d'eux alors que le Morning Star quittait la crique comme un fantôme, luttant contre la tempête pour mettre sa précieuse cargaison en sécurité. Le journal de bord était un compte-rendu méticuleux d'un héroïsme discret. Le colonel avait utilisé le pire de la nature, le brouillard, les tempêtes, l'obscurité impénétrable, comme bouclier pour protéger ses familles d'une mort lente et contre nature. Léo ferma le livre, la main posée sur sa couverture en cuir usé. Il comprit enfin que le colonel ne fuyait pas le combat, mais qu'il courait vers lui de la seule manière qu'il connaissait. Il ne pouvait guérir la maladie, alors il avait décidé de transporter les gens vers un endroit où ils auraient une chance de guérir. Le poids de l'héritage silencieux dont il avait hérité pesait lourdement sur lui. Ce bateau, ce livre, ce secret, tout cela lui appartenait désormais. C'était à lui de les protéger et de les mener à bien. 3 semaines passèrent dans un brouillard de travail silencieux et de lourdes réflexions. Le choc initial de sa découverte à bord du Morning Star s'était transformé en une sombre détermination.
Chaque matin, Léo se réveillait avec le soleil et se rendait directement à la cale cachée, Kaiser trottant fidèlement à ses côtés. Il ne se contentait plus d'explorer, il se préparait. Il dégagea le chemin envahi par la végétation pour le rendre praticable, nettoya méticuleusement la cabine du bateau, aéra les couvertures moisies et passa des heures dans la salle des machines, avec les remettant lentement et soigneusement le moteur diesel en état de marche. Ce travail était un baume pour son âme agitée. Il lui donnait un but qui lui semblait plus tangible que tout ce qu'il avait connu depuis l'armée. À chaque tâche accomplie, il ressentait un lien plus profond avec le colonel et la guerre silencieuse et désespérée qu'il avait menée. Il s'interrompait souvent dans son travail pour relire des passages du journal de bord. Les noms des familles s'imprimaient dans sa mémoire. Lily, Samuel, Chloé. Ce n'étaient pas seulement des noms sur une page, ils étaient les fantômes de cet endroit et Léo était devenu leur gardien improbable. Son activité, aussi discrète soit-elle, ne passait pas inaperçue. Il sentait les regards des habitants posés sur lui chaque fois qu'il devait se rendre en ville pour s'approvisionner. Leurs regards n'étaient là en plus seulement hostiles, ils étaient empreints d'une curiosité nerveuse et craintive. Il était l'étranger qui avait pris possession de l'ancienne maison des Donovan, l'homme qui réveillait les fantômes endormis de Port Blossom. Le bouleversement qui l'attendait arriva un mardi après-midi sous la forme d'une voiture si noire et brillante qu'elle semblait absorber la lumière grise du ciel. C'était une berline de luxe, totalement étrangère au décor de rouille et de délabrement, qui s'arrêta dans un crissement juste devant la porte principale du chantier naval. Kaiser, qui somnolait dans un rayon de soleil, se leva d'un bond, un grognement guttural vibrant dans sa poitrine, les oreilles plaquées contre la tête, le corps tendu comme un ressort. Doucement, mon garçon, dit Léo doucement en posant une main apaisante sur le dos du chien, bien qu'il ressentît une tension similaire dans son propre ventre. Un homme sortit de la voiture. Il était grand et portait un costume anthracite parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que le camion de Léo. Ses cheveux foncés étaient et lissés en arrière et son visage était un masque d'arrogance ennuyé. Il regardait le chantier naval non pas comme une propriété, mais comme une infection dans le paysage. C'était un homme qui n'avait jamais eu de saleté sous les ongles de sa vie. Léo Maxwell appela, l'homme d'une voix aiguë et impatiente. Il ne s'approcha pas de la porte, mais resta près de sa voiture, comme s'il s'attendait à ce que Léo vienne à lui. Léo marcha lentement vers la clôture, Kaiser marchant à ses côtés, sans jamais cessant. « Je suis Léo Maxwell, qui êtes-vous » ? « Julian Croft, dit l'homme en coupant les mots, il fit un signe de tête sec. « Je suis le directeur de la sécurité de la société Astrachem. » Le nom atterrit comme une pierre dans le creux de l'estomac de Léo. Astrachem, le nom qu'il avait vu mentionné dans les marges du journal de bord du colonel, à côté de notes sur des rapports environnementaux des années 1990. Le regard de Croft regarda avec un mépris non dissimulé le jean usé et la chemise de travail délavée de Léo. « Écoutez, je vais être bref. Mon entreprise sait que cette relique, dit-il en désignant vaguement le chantier naval, a changé de propriétaire. Franchement, c'est une horreur et un danger pour l'environnement. Astrachem est prête à vous faire une offre généreuse pour vous en débarrasser. Nous avons une initiative de responsabilité d'entreprise. Nous achèterons le terrain, nous nous occuperons de la remise en état environnemental nécessaire et vous pourrez repartir avec un joli petit bénéfice. » Le mot « remise en état » était enrobé d'une couche de mauvaise foi si épaisse qu'elle en était presque suffocante. Ce n'est pas une offre, c'était une menace, un message. Nous savons ce qui s'est passé ici et nous sommes là pour l'enterrer définitivement. « Je ne suis pas intéressé par la vente, dit Léo d'une voix calme et posée. Un sourire ironique se dessina sur ses lèvres. Vous vous méprenez peut-être, ce n'est pas une négociation, cet endroit est un passif toxique. Nous vous rendons service. 500 000 $, l'offre est valable jusqu'à vendredi. La réponse est toujours non. Une véritable colère traversa le visage de Crow. Il regarda Léo, puis la silhouette silencieuse et menaçante de Kaiser, dont le grognement s'était intensifié. « Comme vous voulez, lança-t-il. Il remonta dans sa voiture et claqua la portière avec un bruit sourd et coûteux. La berline noire fit demi-tour et s'éloigna à toute vitesse, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière et un profond sentiment d'angoisse. Ce soir-là, alors que le crépuscule envahissait le ciel, Léo s'assit sur les marches de la petite maison du gardien qu'il avait nettoyée pour s'abriter. La rencontre l'avait bouleversé. L'ennemi avait désormais un visage. Un bruit discret provenant du portail le fit lever les yeux. Une vieille voiture familiale cabossée s'était arrêtée et une silhouette marchait vers la maison.
C'était une femme âgée qui avançait d'un pas régulier et déterminé. Kaiser se leva mais ne grogna pas, sa queue remuant une seule fois avec curiosité. Elle s'arrêta à une distance respectueuse. Elle avait environ 70 ans et portait un nuage de cheveux gris, raides, tiré en arrière de son visage. Elle portait un manteau pratique et des chaussures talons robustes, mais ce sont ses yeux qui attirèrent dans l'attention de Léo. Ils étaient un sombre, intelligents et remplis d'une tristesse si profonde qu'elle semblait ancienne. Monsieur Maxwell, demanda-t-elle d'une voix étonnamment forte, je m'appelle Elena Petrova, je suis le médecin de la ville, ou plutôt de ce qu'il en reste. Léo acquiesça lentement en désignant une simple caisse en bois à côté de lui. Asseyez-vous, docteur. Elle s'assit, son regard balayant le chantier naval avant de se poser sur lui. J'ai vu la voiture de Julian Croft partir d'ici tout à l'heure. Cet homme est un vautour en costume à $1000. J'imagine qu'il n'est pas venu pour discuter amicalement. Il a fait une offre pour le chantier naval, dit Léo en l'observant attentivement. Le docteur Petrova eut un petit rire amer. Une offre pour enterrer les preuves, vous voulez dire. J'étais une bonne amie de James Donovan. Lui et moi, nous avons vu ce qui arrivait à cette ville bien avant que quiconque ne veuille l'admettre. Elle regarda Léo, son expression cherchant à déchiffrer la maladie que vous voyez dans cette ville, monsieur Maxwell. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une malédiction. Cela a un nom, c'est la maladie Astrachem. Pendant 30 ans, leur ancienne usine, à la périphérie de la ville, a déversé des produits chimiques dans notre approvisionnement en eau. L'entreprise le sait, elle a payé pour des études qui ont enterré les résultats, payé pour des accords qui ont acheté le silence. Ils nous ont empoisonnés, puis ils ont payé pour faire comme si rien ne s'était passé. Tout ce qu'elle disait confirmait l'histoire sinistre racontée dans les pages du journal de bord. La mission du colonel, Léo a commencé sa mission, a-t-elle conclu à sa place. Sa voix n'était qu'un murmure, elle était réelle. Il ne pouvait pas les combattre devant les tribunaux, alors il les a combattus dans l'ombre. Il a donné aux gens une issue, une chance. Mais je veux que vous sachiez, a-t-elle ajouté en se penchant en avant, la voix basse, qu'il ne pas le faire seul, c'était trop pour un seul homme. Nous étions quelques-uns, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Les mots restèrent le suspendus dans l'air, telle une bouée de sauvetage dans l'obscurité grandissante. Léo regarda cette femme courageuse et fatiguée, et, pour la première fois depuis son arrivée à Port Blossom, il ressentit autre chose que le poids écrasant d'un fardeau solitaire. Il n'était pas seul, une alliance venait de se former, un passage de flambeau dans le crépuscule. La petite maison du gardien était remplie d'une chaleur fragile, contrastant fortement avec la nuit froide et humide à l'extérieur. Un petit feu crépitait dans l'âtre en pierre, projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois brut. Léo et le docteur Petrova étaient assis à une petite table, branlante, une tasse de thé chaud entre les mains. Kaiser était allongé sur le sol devant le feu, la tête posée sur ses pattes, les yeux fermés, mais les oreilles et dressées au moindre bruit. L'air était lourd du poids des secrets partagés, du choc initial de la révélation s'était dissipé pour laisser place à la sombre réalité de leur tâche. « Cela fait des années que je collecte des données, » dit le docteur Petrova d'une voix basse et posée. Elle fixait sa tasse comme si elle voyait les visages de ses patients dans le liquide sombre. Analyse sanguine, échantillons de tissu, dossier sur chaque malformation congénitale, chaque cas de cancer. J'ai des montagnes de preuves, circonstancielles, qui pointent directement vers AstraZeneca. Elle leva les yeux, et la lueur du feu refléta la détermination lasse dans son regard. Mais cela ce n'est pas suffisant. Leurs avocats sont brillants, impitoyables. Ils affirment que la ville est ancienne, que les toxines peuvent provenir de n'importe où, de la peinture des vieux bateaux, de minéraux naturels, d'une douzaine d'autres sources. Ils ont réussi à créer juste assez de doutes pour paralyser le système judiciaire. Chaque fois qu'une famille a essayé de se défendre, Léo écoutait, l'air sombre. C'était une tactique familière, noyer la vérité sous un flot de mensonges coûteux jusqu'à ce que la justice devienne trop épuisante à poursuivre. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse le prouver sans l'ombre d'un doute, a poursuivi le médecin. Un échantillon de carottes, un morceau de terre prélevé directement sur le site de la fuite d'origine, au fond de l'ancienne usine. Cet endroit précis contient une signature chimique unique, un cocktail de contaminants qui est comme une empreinte digitale. Il peut être directement associé aux toxines présentes dans le corps de mes patients. C'est la preuve irréfutable, alors nous devons l'obtenir, dit simplement Léo. Le docteur Petrova poussa un long soupir fatigué. C'est monsieur Maxwell qui rend la tâche impossible. L'ancienne usine est officiellement désaffectée depuis des années, mais elle n'est pas abandonnée. Astrachem y maintient une sécurité permanente.
La clôture périphérique est équipée de détecteurs de mouvement et les gardes patrouillent le terrain à intervalles aléatoires. Ils ne protègent pas un bâtiment sans valeur, ils gardent un tombeau, s'assurant que les secrets qu'ils renferment restent enfouis. Léo se tut, son esprit passant à un mode de réflexion tactique familier. Il pensa aux défenses en périphérique, aux schémas de patrouille, aux faiblesses. Une attaque directe était hors de question. Il devait y avoir un autre moyen d'entrer, dit-il plus à lui-même qu'à elle. Chaque forteresse a une faille. As-tu des plans de l'usine ? Astrakhan a acheté et enterré toutes les copies officielles il y a des décennies, répondit-elle. Mais j'ai peut-être autre chose. Elle alla à sa voiture et revint avec un lourd tube en carton. Ce sont des archives de la ville, de vieilles cartes topographiques, des plans de propriété. J'ai passé d'innombrables nuits à les regarder dans l'espoir de trouver quelque chose, n'importe quoi. Je n'ai jamais rien trouvé. Elle déroula la première carte sur la table. C'était un plan de la ville datant des années 1970, sur lequel le chantier naval et l'usine Astrachem apparaissaient comme deux propriétés distinctes, leurs limites clairement définies. Ils l'étudièrent pendant ce qui leur sembla être une heure, traçant les routes, les lignes électriques et les limites des propriétés. Elle ne leur révéla rien d'autre que des clôtures et des murs. Ils regardèrent une autre carte plus ancienne datant de la fin des années 1960, après que les propriétés aient été vendues à des propriétaires privés. Le résultat était le même, une impasse. Léo ressentit une pointe de frustration. Il se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce, le regard fixé sur le tube. « Y en a-t-il d'autres là-dedans » ? « Une seule, dit-elle, la voix teintée de déception. Elle est beaucoup plus ancienne, une carte militaire datant de l'après-guerre, vers 1946, je crois. Elle n'est pas très détaillée, voyons voir, dit Léo. Elle la sortit. Le papier était fragile, jauni par le temps, et sentait la poussière et le temps passé. Alors qu'elle la déroulait avec précaution, une image différente de Port Blossom apparut. Les contours familiers de la ville étaient là, mais le littoral était complètement différent. Il n'y avait pas de l'eau séparée, pas de propriétaires privés. Tout le front de mer, de la pointe de la crique jusqu'à l'autre côté de la rivière, était entouré d'une seule ligne épaisse, et à l'intérieur de cette ligne, imprimée en caractères militaires austères, se trouvait l'inscription « Dépôt d'approvisionnement naval de Port Blossom ». Léo se pencha sur la carte, les yeux écarquillés. Tout était en un seul endroit. Il respira profondément. Le chantier naval, les terrains industriels, tout faisait partie d'une seule base navale. Le docteur Petrova regarda la carte, et une lente prise de conscience se dessina sur son visage. « Bien sûr, murmura-t-elle, mon père racontait des histoires de ce sujet pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'un des dépôts les plus actifs de la côte. Ils l'ont désaffecté au début des années 1960 et vendu par parcelles. Astrakhan a acheté les installations principales et la famille Donovan a acheté le chantier naval. Ils regardèrent tous deux la carte d'un œil nouveau, ne voyant plus deux propriétés distinctes, mais un seul système unifié. Le doigt de Léo suivit les lignes secondaires effacées, tracées à l'intérieur du périmètre de la base qui indiquait dans les infrastructures. Ils n'auraient vraiment pas construit de réseau distinct, dit-il, de plus en plus enthousiaste. Ils auraient construit un réseau intégré pour toute la base, alimentation en eau et évacuation des eaux usées. Son doigt s'arrêta sur une ligne pointillée épaisse qui partait d'un bassin situé du côté du chantier naval sur la carte. La ligne traversait la vieille carte en ligne droite, ignorant les limites modernes de la propriété qu'il venait d'étudier. Elle passait directement sous la clôture et se terminait en plein cœur du bâtiment principal du dépôt naval, le même bâtiment qui était désormais le cœur scellé et silencieux de l'usine Astrachem. L'étiquette à côté de la ligne pointillée était effacée, mais indubitable, principal collecteur d'eau pluviale. Un lourd silence s'abattit sur la pièce, seulement rompu par le crépitement du feu. Kaiser, sentant le changement soudain dans l'atmosphère, leva la tête et poussa un léger gémissement. Léo et le docteur Petrova se regardèrent. La tâche impossible avait soudainement trouvé une issue. C'était une issue sombre, une issue dangereuse, enfouie depuis plus de 60 ans, mais elle était là. L'histoire même de cette terre leur avait fourni une clé. Un passage secret créé non pas pour l'espionnage ou l'évasion, mais dans le simple but pratique de drainer l'eau de pluie, était désormais leur seul espoir de faire éclater la vérité. La découverte de la carte du collecteur d'eau pluviale était un bouleversement, une lueur d'espoir dans un mur apparemment impénétrable, mais c'était aussi terrifiant. Cela transformait un vague sens du devoir en un plan concret et périlleux.
Avant que Léo ne puisse s'engager sur un chemin qui menait dans les entrailles sombres de la bête, il ressentit un profond besoin de comprendre l'homme qui l'avait mis sur cette voie. Il avait besoin d'entendre le colonel une dernière fois, il avait besoin de savoir pourquoi il avait quitté le docteur Petrova en lui promettant d'être prudent et était retourné au chantier naval, la vieille carte militaire bien cachée dans sa veste. La réponse ne se trouvait ni sur une carte ni dans un bateau, elle devait se trouver dans le seul endroit qui avait servi de cœur à la vie du colonel Donovan, ici, son bureau. Le bureau se trouvait dans le bâtiment administratif principal, une structure en briques de 2 étages, qui avait mieux résisté à la dégradation que les entrepôts en acier qui l'entouraient. Léo poussa la lourde porte en chêne et un nuage de poussière tourbillonna dans le faisceau de sa lampe torche. La pièce était exactement comme Donovan l'avait laissée. Un grand bureau en bois faisait face aux larges fenêtres qui donnaient sur la crique, des livres sur l'histoire navale et l'ingénierie tapissaient dans les étagères, et une photo encadrée sur le bureau montrait une femme souriante et dynamique, avec des yeux bienveillants et des cheveux bruns ondulés. C'était Eleanor, la femme de Donovan. Léo passa plus d'1 heure à fouiller les lieux. Il ouvrit tous les tiroirs, tous les classeurs, tous les livres. Il trouva de vieilles factures du chantier naval, des registres d'entretien, des documents fiscaux, toute la paperasse banale d'une entreprise légitime. Rien ne laissait supposer l'existence d'une guerre secrète, rien ne parlait d'une mission. Frustré, il s'assit dans le et fixa la pièce vide. Kaiser, qui avait patiemment reniflé chaque recoin, devint soudainement alerte. Il tournait en rond dans la pièce mais s'arrêta brusquement, le corps raide, le regard fixé sur le foyer en pierre de la cheminée. Il était froid et sombre, rempli des cendres d'un feu éteint depuis longtemps. Le chien s'approcha du foyer et gémit doucement, comme pour poser une question. Il poussa les pierres froides avec son museau, puis regarda Léo. « N'y a rien là, mon garçon, » dit Léo d'une voix fatiguée. Kaiser était insistant. Il gémit à nouveau, plus fort cette fois, et gratta les dalles épaisses qui composaient le sol devant la cheminée. Ses griffes produisirent un léger bruit de grattement sur la pierre. C'était le même comportement spécifique et concentré qu'il avait montré sur le bateau. Il avait trouvé quelque chose. Léo se leva, le faisceau de sa lampe de poche suivant le chien. Il s'agenouilla et examina les dalles. Elles semblaient anciennes, profondément enfoncées dans les fondations, mais lorsqu'il passa ses doigts le long des joints, il sentit qu'une pierre, juste au centre, avait un espace légèrement plus large autour de ses bords. Il appuya dessus et elle bougea d'1 millimètre, mais cela suffit. À l'aide du levier de son outil multifonction, il l'enfonça dans la fissure. Il lui fallut plusieurs minutes d'efforts patients et minutieux, mais finalement la lourde pierre se souleva avec un grincement. En dessous se trouvait une cavité carrée sombre, dans laquelle était nichée une vieille boîte en fer enveloppée dans une toile cirée. Le cœur battant, Léo souleva la boîte. Elle était lourde et fermée par un simple loquet. Il l'ouvrit. La couche supérieure était remplie de dossiers médicaux reliés par de la ficelle. Il reconnut immédiatement le format grâce à sa formation de médecin. Il s'agissait de dossiers cliniques remplis de résultats de laboratoire, de notes de médecins et de descriptions poignantes du déclin progressif d'une patiente. Le nom sur chaque dossier était Eleanor Donovan. Sous les dossiers se trouvait un petit magnétophone portable et une seule cassette audio soigneusement étiquetée. L'étiquette écrite de la main du colonel disait simplement « Pour Léo ». Les mains de Léo tremblaient lorsqu'il prit le magnétophone et la cassette. Il s'assit au bureau face à la photo de la femme souriante et appuya sur le bouton « Play ». Pendant un instant, il n'y eut que le léger sifflement de la bande, puis une voix remplit le bureau silencieux. C'était la voix du colonel, mais pas telle que Léo s'en souvenait, autoritaire, confiante et claire. Cette voix était rauque, lourde d'un chagrin indicible. « Léo, mon fils, si tu entends ceci, cela signifie que tu as regardé au-delà de la rouille et de la ruine et trouvé le cœur du problème. J'espère que c'est le cas. J'ai besoin que tu comprennes. » Il y eut un long silence, puis un profond soupir. Quand Eleanor est tombée malade, continua la voix, les médecins étaient et perplexes. Cela a commencé par des maux de tête, puis une fatigue qui s'infiltrait dans ses os. Ils ont fait tous les tests possibles, mais n'ont trouvé aucune réponse. J'ai vu la femme la plus dynamique que j'avais jamais connue s'éteindre jour après jour dans une chambre d'hôpital stérile. Elle est décédée au printemps 2015. 2015. La cause officielle était une forme rare et agressive de leucémie. La douleur dans la voix du colonel était une plaie à vif. Je suis un soldat, Léo. Quand on perd une bataille, on étudie l'ennemi, on apprend ses tactiques. J'ai donc commencé à creuser.
J'ai payé de ma poche des tests de laboratoire indépendants sur ces échantillons de tissus. J'ai dépensé une fortune et je les ai trouvés, les marqueurs chimiques spécifiques, une signature toxique qui n'appartiennent à aucun corps humain. C'est que j'ai apporté ces résultats à un avocat, un bon avocat. Il a retracé la source de ces produits chimiques, ce qui est parti jusqu'à un profil spécifique de rejet industriel, le profil de l'usine Astrachem, ici même, dans notre ville natale. La bande a sifflé. Léo pouvait entendre le bruit d'un verre posé sur une surface dure. Je pensais les tenir. Nous avons intenté un procès et c'est là que j'ai appris ce qu'était le vrai pouvoir. Astrachem nous a enterrés, ils nous ont enterrés sous les motions, les retards, les contre-poursuites. Ils ont engagé des experts qui ont témoigné que les produits chimiques étaient inoffensifs. Ils ont produit leurs propres études environnementales falsifiées. Ils m'ont dépeint comme un mari en deuil perdu dans des théories du complot. Ils m'ont saigné à blanc, Léo. À la fin, le tribunal a rejeté l'affaire. Ils avaient fait disparaître la vérité. Ciao. Léo ferma les yeux, les jointures blanches, alors qu'il agrippait le bord du bureau. C'est là que j'ai compris que la voix du colonel n'était plus qu'un murmure. La loi ne peut pas vous protéger quand l'ennemi possède la loi. J'avais échoué auprès d'Éléanore dans la vie. Je ne pouvais pas échouer auprès des habitants de cette ville, son peuple, dans la mort. J'ai regardé les familles ici, leurs enfants, et j'ai vu l'histoire de mon Éléanore recommencer. Et j'ai fait un choix. L'opération Morningstar n'était un plan pour rendre justice, c'était une évacuation, un acte d'expiation. C'était ma confession que j'avais perdu la guerre et que la seule chose honorable à faire était de sortir les civils du champ de bataille. J'ai utilisé mes économies, ma pension, tout ce qui me restait pour leur donner une chance de s'échapper. Ce n'était pas la justice, mais c'était tout ce que j'avais à donner. La bande s'est arrêtée et le silence s'est installé. Léo est resté assis dans l'obscurité pendant un long moment. Les derniers mots du colonel. Les derniers mots du colonel résonnèrent dans le silence profond du bureau. Il regarda la photo d'Eleanor Donovan, puis les dossiers médicaux sur le bureau. Il comprit enfin le véritable poids de l'héritage qu'il avait reçu. Ce n'était pas un bout de terre ou un ensemble de bâtiments rouillés. C'était une promesse, un devoir sacré transmis par un soldat au cœur brisé à l'homme en qui il avait confiance pour le mener à bien. Le lendemain matin, après avoir écouté les aveux du colonel, le monde lui semblait différent. Le ciel gris au-dessus de Port Blossom lui paraissait moins un signe de morosité qu'un appel à l'action. Le poids de la mission était toujours immense, mais ce n'était plus un fardeau de confusion, c'était un manteau de responsabilité et, pour la première fois depuis des années, Léo sentait son poids familier et clarifiant sur ses épaules. Il rencontra le docteur Petrova au cottage alors que la marée montait. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. Elle vit immédiatement le changement en lui. Le regard hanté dans ses yeux avait été remplacé par une détermination inébranlable. Il lui raconta tout ce qu'il avait entendu sur la cassette, d'une voix basse et calme, tandis qu'il racontait l'histoire de la mort tragique d'Eleanor Donovan et de la guerre secrète qui s'ensuivit pour le colonel. Lorsqu'il eut terminé, le docteur Petrova se contenta d'acquiescer, les yeux brillants. « J'en connaissais une partie, dit-elle doucement. Je savais que son cœur était débrisé, mais je ne savais pas à quel point il avait porté ce fardeau tout seul pendant si longtemps. » Elle regarda Léo, puis la boîte en fer sur la table, puis le journal de bord relié en cuir à côté, mais ils n'étaient plus seuls. Leur chemin était clair. Avant de risquer l'infiltration pour obtenir la preuve physique finale, ils avaient chanté besoin d'une armée de voix. « Nous devons savoir s'ils se tiendront à nos côtés, dit Léo, la main posée sur le journal. Les personnes qu'il a sauvées, parleront-elles ? L'expression du docteur Petrova était un mélange d'espoir et de crainte. C'est beaucoup leur demander. Astrachem leur a fait signer des accords de confidentialité lorsqu'ils ont accepté les indemnités pour leur maison. Ces accords prévoient de lourdes sanctions financières. Ils sont en sécurité maintenant. Ils mènent une nouvelle vie. Leur demander de revenir dans la ligne de mire. Sa voix s'éteignit. Le colonel leur a donné une chance de vivre, dit Léo. Tout ce que nous leur demandons, c'est s'ils sont prêts à se battre pour ceux qui sont restés. Ils ouvrirent le livre posé sur la table, dont les pages étaient remplies des fantômes de Port Blossom. Le doigt du docteur Petrova traçait les noms du bout des doigts. Le souffle coupé en reconnaissant d'anciens patients, d'anciens voisins, les enfants qu'elle avait mis au monde lors de leur première visite. Le choix était évident. La famille Jenkins, Mark, Sarah, Lily, 4 ans. Léo sentit un nœud se former dans son estomac en voyant le nom de Lily, la petite fille avec le sac à dos en forme de fusée.
Le docteur Petrova trouva les coordonnées que Donovan avait soigneusement notées, un numéro de téléphone dans une petite ville juste à l'extérieur de Halifax. Après avoir pris une profonde inspiration, elle composa le numéro sur son téléphone satellite, un appareil qu'elle gardait pour les urgences. Il sonna 3 fois avant qu'une voix féminine, prudente et hésitante, ne réponde. « Allô, Sarah ?»« Docteur Petrova, dit-elle d'une voix douce. Sarah Jenkins, c'est le docteur Elena Petrova de Port Blossom. » Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil, suivie d'un long silence stupéfait. Léo pouvait entendre le faible son d'un enfant qui riait en arrière-plan, un enfant en bonne santé. Docteur Petrova, la voix de Sarah était un murmure étouffé. « Tout va bien ? Tout est comme avant, Sarah. » « Ce qui signifie que tout ne va pas bien, » répondit calmement le docteur. « Je vous appelle au sujet du colonel Donovan. Il est décédé il y a quelques semaines. » Un sanglot étouffé se fit entendre au téléphone. « Oh non, cet homme merveilleux, merveilleux. Il nous a sauvés, il a sauvé notre Lily. »« Je sais qu'il l'a fait, ma chère. » Le docteur Petrova répondit d'une voix pleine de compassion. « Comptez pas et je bac d'assez, son travail n'est pas terminé. Il a laissé son héritage à un successeur, à un homme bon qui veut mener le combat à son terme, mais il ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre voix. » La peur était immédiate dans la réponse de Sarah. Les papiers que nous avons signés, l'accord, ils ont dit qu'ils pouvaient tout prendre si nous en parlions. Nous ne pouvons pas. Marc a un bon travail maintenant. Lily est à l'école, elle est en bonne santé pour la première fois de sa vie. Nous ne pouvons pas risquer de tout perdre. Je sais ce qu'ils vous ont fait signer, a déclaré fermement le docteur Petrova. C'était un accord conclu sous la contrainte pour protéger un crime. Il ne tiendra pas la route à la lumière du jour. Nous montons un dossier, Sarah. Nous avons un plan pour obtenir la preuve finale dont nous avons besoin pour les dénoncer une bonne fois pour toutes. Mais la preuve ne vaut rien sans les témoignages, sans les personnes. Nous avons besoin que vous soyez la voix de Lily et de tous les enfants qui respirent encore ce poison. Un autre silence s'est prolongé. Plus long cette fois. Léo a retenu son souffle. Il pouvait entendre les sons étouffés de Sarah parlant à son mari en arrière-plan, puis elle revint en ligne, sa voix n'était plus hésitante, mais claire et forte, forgée dans le feu de l'amour maternel. « Dites-nous ce que vous voulez que nous fassions. » Une seule larme traça un chemin à travers la poussière sur la joue du docteur Petrova. Le premier fil du réseau avait été tiré et il tenait bon. Le reste de la journée fut un marathon d'appels téléphoniques calmes et intenses. Ils passèrent en revue le registre, entrée par entrée. Un vieux pêcheur de Terre-Neuve qui avait perdu 2 frères à cause de maladies pulmonaires, un jeune couple qui avait déménagé dans le Vermont et avait eu son premier bébé en bonne santé, un enseignant à la retraite de l'île du Prince-Édouard. Les histoires étaient toutes différentes, mais les réponses étaient les mêmes. Il y avait toujours de la peur au début. Le traumatisme de ce qu'ils avaient enduré était une profonde et durable, mais sous la peur se cachait une profonde gratitude envers le colonel et une colère bouillonnante face à l'injustice qui les avait contraints à quitter leur foyer. L'un après l'autre, ils ont accepté de témoigner, de signer des déclarations sous serment, de briser le silence. Les évacuations silencieuses et désespérées du passé se transformaient en un puissant cœur pour l'avenir. En fin de soirée, ils avaient une liste de plus de 2 douzaines de familles, un réseau d'espoir s'étendant à travers l'Amérique du Nord, tous liés par une histoire commune et une volonté renouvelée, volonté de se battre. « Nous avons le cœur de l'histoire, » dit Léo en regardant la liste des noms. « Maintenant, nous avons besoin d'un mégaphone. »« Je connais quelqu'un, » dit le docteur Petrova avec une nouvelle énergie dans la voix. « Un journaliste, l'un des derniers de la vieille garde. Il s'appelle David Chen. Il a fait carrière en s'attaquant à des entreprises comme Astrakim. Il est intrépide et, plus important encore, il est minutieux. Il ne publiait un article avant d'être sûr de son fait. Léo acquiesça. C'était la bonne décision. C'est lui qui a pris la décision. Il a trouvé le numéro principal du journal de Chen et a laissé un message soigneusement formulé. 1 heure plus tard, son téléphone a sonné. Le numéro était masqué. « Ici David Chen, à qui ai-je l'honneur ?» La voix était sceptique, professionnelle et incisive. « Je m'appelle Léo Maxwell, a commencé Léo. Je vous appelle de Port Blossom, dans le Maine. J'ai une histoire à vous raconter concernant Astra Chem Corporation et des décennies de négligence criminelle, étayées par des dossiers médicaux et les témoignages de plus d'une vingtaine de familles qui ont été contraintes de fuir la ville. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « C'est une accusation grave. Les témoignages, c'est bien, mais ils peuvent être rejetés. Qu'avez-vous d'autre ? Nous avons un plan pour obtenir la preuve physique irréfutable, a déclaré Léo. Un échantillon provenant de la source de la contamination.
Lorsque nous l'aurons, nous vous rappellerons et vous aurez alors le plus gros scoop de votre carrière. Une autre pause, plus longue cette fois. Léo pouvait presque entendre le journaliste pesant le risque par rapport à la récompense potentielle. « Obtenez votre preuve, monsieur Maxwell, dit finalement Chen, avec une nouvelle note d'intrigue dans la voix. Vous avez mon attention. J'attendrai votre appel. » La ligne fut coupée. Léo raccrocha le téléphone. Toutes les pièces étaient désormais déjà en place. Les co-témoins étaient prêts. Les médias étaient prêts. La mission était prête. Il ne restait plus qu'à marcher dans l'obscurité jusqu'au cœur de la forteresse de l'ennemi, avec le réseau de témoins en coulisses et un journaliste en attente. La mission entrait dans sa phase la plus critique. La maison du gardien se transforma en centre de commandement. La vieille carte militaire, jaunie et fragile, était étalée en permanence sur la table, maintenue par les coins par des tasses et des livres. Elle devint leur Bible, un guide pour le chemin obscur qui les attendait. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de collaboration intense et chuchotée. Léo et le docteur Petrova travaillèrent en synergie, animés par un objectif commun. Leurs expériences de vie différentes ne se complétaient pas parfaitement. Leur plan n'était pas basé sur la force, mais sur la précision, la discrétion et un calcul méticuleux. Léo, s'appuyant sur ses années d'entraînement militaire, se chargea des éléments tactiques. La mission comporte 3 phases, expliqua-t-il un soir en traçant une ligne sur la carte avec son doigt. Infiltration, acquisition et exfiltration. Nous ne nous déplacerons que sous le couvert de la tempête prévue pour ce week-end. Le vent et la pluie aideront à masquer le moindre bruit que nous ferons. Il désigna l'entrée du collecteur d'eau pluviale sur le terrain du chantier naval. C'est notre point d'insertion. De là, c'est une ligne droite d'environ 400 mètres sous terre jusqu'aux fondations de l'usine. Le docteur Petrova se pencha sur la carte, le front plissé par la concentration. Son rôle était la partie scientifique de la mission. Elle avait passé 2 jours dans sa petite clinique à assembler un kit spécialisé. L'échantillon doit être intact, Léo. Il ne doit pas être contaminé. J'ai préparé une tarière manuelle. Nous devons forer au moins 1 mètre sous la surface du sol pour atteindre le cœur saturé. Les échantillons iront là-dedans, dit-elle en montrant une boîte de flacons en verre stérile scellée sous vide. Nous n'avons qu'une seule chance, ça doit être parfait. Sa connaissance de l'histoire de l'usine était leur plus grand atout pour planifier le pire scénario. Cette section ici, dit-elle en entourant une partie du bâtiment sur un vieux plan qu'elle avait réussi à sauver, était l'ancien dépôt de mélange de produits chimiques. D'après les manifestes des années 1980, ils y stockaient de grandes quantités de composés de soufre et de chlore. Si nous avons des ennuis, notre seule arme est de créer une diversion. Certaines combinaisons de ces produits chimiques, lorsqu'elles sont mélangées à de l'eau, peuvent produire un écran de fumée épais, désorientant et totalement non létal. Ce serait notre seule issue. Leurs préparatifs se déroulèrent dans le calme et la réflexion. Léo rassembla du matériel provenant des anciens hangars de stockage du chantier naval. Une bobine de corde solide, une paire de coupe-boulons robustes et 2 lampes frontales dont il recouvrit soigneusement les ampoules d'une fine couche de gel rouge afin de préserver leur vision nocturne. Le docteur Petrova ajouta ses outils scientifiques à la pile grandissante. Le kit d'échantillonnage, un moniteur portable de la qualité de l'air pour les avertir de la présence de gaz toxiques dans le tunnel et des gants épais en néoprène. C'était l'équipement d'une mission de sauvetage, pas d'une attaque, mais le membre le plus crucial de leur équipe avait besoin d'une préparation différente pour une mission qui exigeait un silence absolu. Les ordres verbaux étaient un handicap. Kaiser devait devenir le prolongement des pensées de Léo, réagissant au silence aussi facilement qu'à la parole. Léo passait chaque jour des heures dans l'espace isolé près de la cale de mise à l'eau cachée pour entraîner son partenaire. Ce travail était une leçon de patience et de lien profond et tacite entre eux. Il commença simplement, il tenait sa paume à plat face au chien et disait le mot « Reste », récompensant Kaiser d'une caresse silencieuse lorsqu'il obéissait. Après une 12aine de répétitions, il abandonna le mot et n'utilisa plus que le signe de la main. Les yeux intelligents de Kaiser se fixèrent sur Léo comprenait presque instantanément. Ils développèrent leur propre langage silencieux. Un lent mouvement de la main vers le bas signifiait « coucher », un ordre silencieux pour devenir invisible. Un seul doigt pointé signifiait « regarde », dirigeant l'attention de Kaiser vers un point précis. Une légère tape sur sa propre oreille signifiait « écoute », une demande au chien d'utiliser son ouïe supérieure pour scruter les environs. Kaiser semblait comprendre la gravité de ces nouvelles leçons. Il n'y avait pas d'aboiement espiègle, pas de halètement joyeux. Il était concentré, son corps était prêt, ses réponses étaient immédiates et précises.
Il observait les mains de Léo avec une intensité presque humaine, comme s'il savait qu'un signal manqué pouvait avoir des conséquences désastreuses. Il n'était pas seulement un chien en dressage, il était un soldat recevant des instructions. Au cours d'une séance, alors que Léo s'entraînait à faire le signal silence, un cerf s'aventura dans la clairière. Kaiser tendit ses muscles, prêt à bondir, mais il ne fit pas de bruit. Il se contenta de regarder Léo, attendant sa prochaine instruction silencieuse. À ce moment-là, Léo sut qu'il était prêt. La nuit de la tempête arriva avec un grondement sourd et inquiétant d'un orage lointain. Un vent lourd et humide se mit à balayer le chantier naval. Pas un bruit. Il se contenta de regarder Léo, attendant sa prochaine instruction silencieuse. À ce moment-là, Léo sut qu'il était prêt. La nuit de la tempête arriva, accompagnée d'un grondement sourd et inquiétant de tonnerre lointain. Un vent violent et humide se mit à balayer le chantier naval, faisant vibrer les parois en tôle ondulée des entrepôts. C'était parfait. Ils se réunirent dans le cottage pour une dernière révision. L'équipement fut étalé sur le sol, vérifié et revérifié. Léo passa en revue le plan une dernière fois, d'une voix basse et calme, contrastant fortement avec la fureur croissante de la tempête à l'extérieur. « On entre, on prend l'échantillon, on ressort », dit-il en regardant le docteur Petrova. « Pas de déviation. Si on rencontre une résistance, on abandonne. On crée une diversion et on ressort. Compris ?» Le docteur Petrova acquiesça, le visage pâle mais l'expression résolue. « Compris. » Ils enfilèrent des vêtements de travail sombres et résistants. Léo attacha un petit sac étanche contenant les flacons d'échantillonnage à sa ceinture et tendit la trousse à outils, plus lourde, au docteur Petrova. Il fixa la lampe frontale sur son front. Enfin, il se tourna vers Kaiser qui était assis, patiemment près de la porte, observant chacun de leurs mouvements. Léo s'agenouilla devant lui et regarda directement dans les yeux calmes et confiants du chien. Il ne dit pas un mot, il posa simplement sa main sur la tête de Kaiser pendant un long moment, une promesse silencieuse de ramener son ami sain et sauf à la maison. Ils sortirent dans le vent violent et la pluie battante. La tempête était leur bouclier, l'obscurité leur manteau. Ils se dirigèrent vers l'autre côté du chantier naval, vers un grand bassin en béton où une grille en fer rouillé couvrait l'entrée du principal égout pluvial. Léo utilisa le coupe-boulon, le claquement du vieux cadenas fut étouffé par un coup de tonnerre. Lui et le docteur travaillèrent ensemble pour tirer la lourde grille, révélant un trou sombre et béant qui sentait la terre humide et la pourriture. C'était le point de non-retour. Léo alluma sa lampe frontale, dont le faisceau rouge projetait une lueur douce et inquiétante dans l'obscurité. Il regarda Kaiser et donna le premier ordre officiel de la mission, pointant du doigt l'obscurité du tunnel. Puis il tapota sa propre jambe, dans un mouvement doux vers l'avant. Kaiser passa devant lui et descendit dans l'obscurité, une ombre grise silencieuse ouvrant la voie vers le cœur du combat. Le tunnel était une gorge froide et sombre, qui les engloutissait tout entiers. Les seuls sons étaient le gargouillis de l'eau de pluie s'écoulant dans le canal principal et le léger frottement de leurs propres mouvements. L'air était lourd et sentait le béton humide, la pourriture et une très légère odeur chimique, une odeur métallique qui devenait plus forte à mesure qu'ils s'enfonçaient entre. Léo ouvrait la voie, sa lampe frontale rouge traçant une courte traînée sanglante dans l'obscurité oppressante. Le docteur Petrova le suivait de près, respirant régulièrement, concentré, mais leur véritable guide était Kaiser, le chien qui marchait devant eux, fantôme silencieux dans l'obscurité. Il était leurs yeux et leurs oreilles, ses sens sondant les ténèbres bien au-delà de la portée de leur faible lumière. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait, la tête penchée, à l'écoute, puis il regardait Léo. Léo, lisant dans son attitude calme, lui faisait signe de continuer d'un geste silencieux de la main. C'était une avancée lente et éprouvante pour les nerfs à travers les artères oubliées de l'ancienne base navale. Après ce qui sembla une éternité, le tunnel se termina par une échelle en fer rouillé menant tout droit dans l'obscurité. Léo fit signe à Kaiser de rester, le chien se fondit dans l'ombre au pied de l'échelle, devenant un gardien silencieux et vigilant. Léo grimpa le premier, poussant une lourde grille en fer qui grinça en signe de protestation. Il émergea dans un vaste espace caverneux. C'était le sous-sol de l'usine Astrachem. Il aida le docteur Petrova à se relever, puis siffla doucement pour appeler Kaiser, qui gravit l'échelle avec une agilité qui défiait sa taille. Ils étaient aimants dans l'air. Il faisait plus froid ici et l'odeur chimique était beaucoup plus forte. Le docteur Petrova sortit son moniteur de qualité de l'air, dont le petit écran projetait une lueur verte sur son visage. Les mesures s'étaient élevées, mais pas encore dans la zone dangereuse.
Se guidant de mémoire à partir des plans, ils se frayèrent un chemin à travers un labyrinthe de machines silencieuses et imposantes. Des tuyaux aussi épais que des arbres serpentaient au plafond, laissant s'écouler un liquide nauséabond qui formait des flaques teintes stagnantes ventrantes sur le sol. C'était un endroit mort, mais il semblait animé d'une énergie malveillante, le fantôme du poison qu'il avait créé. Ils trouvèrent l'endroit juste en dessous des cuves de mélange principales, exactement là où les cartes l'indiquaient. Le sol en béton était fissuré et décoloré, et une boue noire et huileuse s'écoulait des fissures. C'était le point zéro, murmura le docteur Petrova d'une voix tendue. C'est ici. Pendant que Léo montait la garde, les sens en alerte, le docteur travailla avec une efficacité rapide et expérimentée. Elle ouvrit sa trousse, fixa la tarière et commença à forer dans la terre contaminée. Le bruit était horrible dans le silence écrasant. Chaque tour de manivelle semblait résonner dans le vaste bâtiment, vide. Après quelques minutes tendues, elle obtint l'échantillon. Elle transféra soigneusement la terre toxique sombre dans un flacon en verre stérile et le scella. Elle le brandit dans la lueur rouge de leur lampe. On aurait dit un flacon de sang noir. « Ça te tatra. Le cœur du crime, nous l'avons, dit-elle, une vibration de triomphe dans la voix. Allons-y. C'est alors que le monde explosa dans un éclat de lumière blanche. De multiples lampes torches puissantes inondèrent le sous-sol, les immobilisant dans leurs faisceaux comme des animaux terrifiés. Eh bien, résonna une voix familière et arrogante dans l'obscurité. Les Rassos sont venus pour un festin de minuit. Allons-y. C'est alors que le monde explosa dans un éclat de lumière blanche. De multiples lampes torches puissantes inondèrent le sous-sol, les immobilisant dans leurs faisceaux comme des animaux terrifiés. Eh bien, résonna une voix familière et arrogante dans l'obscurité. Les rats sont venus pour un encas de minuit. Julian Croft entra dans la lumière, un sourire cruel et satisfait sur le visage. Il était flanqué de 2 grands gardes de sécurité au visage sinistre. « Pensiez-vous vraiment que nous ne surveillions pas cet endroit » ricana Croft. « Des alarmes silencieuses, très sophistiquées. Je dois te remercier, Maxwell, tu m'as épargné la peine de te traquer. Maintenant, sois gentil et remets-moi ce que tu penses avoir trouvé. » Les gardes commencèrent à avancer, leurs lourdes bottes crissant sur le sol graveleux. Il n'y avait nulle part où fuir. Ils étaient empiégés, dos à un mur de tuyaux et de machines en décomposition, mais Léo regardait pas les gardes. Son regard balayait la pièce, son esprit tournait à toute vitesse, reliant les points de leur session de planification. À sa droite, il vit ce qu'il cherchait. Une rangée de grands sacs en papier, pourrissant, empilés sur une palette. Leur contenu étiqueté avec des formules chimiques. À côté, une série de tuyaux qui fuyaient laissaient de couler de l'eau sur le sol, formant une grande flaque. C'était exactement comme l'avait prédit le docteur Petrova. « Docteur, » dit Léo d'une voix basse et urgente, sans quitter des yeux les gardes qui s'approchaient en. « Couvrez votre visage maintenant. » T'es pas à discuter. Elle tira le col de son manteau sur son nez et sa bouche. Léo fit un signe bref et silencieux à Kaiser, de la paume de la main, et le chien se coucha immédiatement sur le sol, baissant la tête. Lorsque le premier garde l'atteignit, Léo bondit, non pas sur l'homme, mais sur la palette de produits chimiques. Dans un élan d'adrénaline, il déchira 2 sacs différents, l'un contenant un composé soufré, l'autre un agent chaud pulvérulin, et en renversa le contenu dans la grande flaque sur le sol. La réaction fut instantanée et violente. Un épais nuage suffocant de fumée jaune-gris jaillit avec un sifflement furieux, bouillonnant vers le haut et vers l'extérieur. Ce n'était mortal, mais il était brutalement efficace. L'air s'emplit d'une odeur d'œufs pourris et de produits tendres chimiques âcres. Les gardes s'arrêtèrent net, toussant et suffocants, les yeux remplis de larmes. Les faisceaux blancs de leurs lampes torches se dispersèrent alors qu'ils trébuchaient en arrière, désorientés. « Attrapez-les » rugit Croft, la voix étouffée alors qu'il se couvrait le visage. Mais Léo était déjà en mouvement dans la fumée tourbillonnante et chaotique. Il se précipita vers une grande roue rouge rouillée sur un réservoir de confinement voisin, la vanne de décharge d'urgence qu'ils avaient marquée sur le plan. C'était leur seul et unique plan d'évasion. Il saisit le fer froid à 2 mains et tourna de toutes ses forces. Pendant un moment angoissant, rien ne se passa, bougeait pas, puis, dans un profond grincement de métal ancien, elle commença à tourner. Un grondement sourd se fit entendre au fond du réservoir, et un torrent de boue noire et visqueuse commença à se déverser d'un tuyau de décharge près du sol, se répandant rapidement. Léo cria au docteur Petrova que la boue formait un mur mobile, bloquant le passage des gardes, un bourbier infranchissable de déchets industriels. La visibilité était désormais quasi nulle, la fumée formait un épais brouillard aveuglant, mais ils avaient un guide qui n'avait pas besoin de voir.
Léo fit un léger claquement de langue, un signal qu'ils avaient répété à travers la fumée. Une ombre grise et blanche apparut. Kaiser, le chien, se déplaçait près du sol, sous le pire de la fumée, son nez le guidant avec une précision infaillible. Ils le suivirent en rampant et en trébuchant à travers le labyrinthe de machines, les poumons en feu, les yeux larmoyants. Ils pouvaient entendre Croft crier furieusement derrière eux, mais sa voix s'éloignait, engloutie par le chaos qu'ils avaient en déclenché. Kaiser ne les conduisit pas vers le tunnel principal, mais vers un conduit de service secondaire plus petit qu'ils avaient identifié comme une autre voie d'évacuation. L'ouverture était petite, mais juste assez grande. Le docteur Petrova se faufila la première, puis Léo poussa Kaiser derrière elle. Il jeta un dernier regard vers le chaos sombre et enfumé, puis se hissa dans le conduit étroit, refermant derrière eux une lourde grille. Ils étaient en sécurité dans son sac, où était conservée, dans un flacon stérile, la dernière pièce à conviction, le cœur du crime volé dans l'antre du dragon. La fuite de l'usine d'astrochimie fut un tourbillon d'adrénaline et de poumons en feu. Ils rampèrent dans l'étroit conduit de service, l'odeur nauséabonde des produits chimiques et le goût métallique de la peur s'accrochant à eux. Kaiser, toujours vigilant, se faufila devant, ses grognements graves les guidant à travers l'obscurité suffocante jusqu'à ce qu'ils émergent enfin dans l'air frais et pluvieux de la nuit haletant. La tempête faisait toujours rage, toile de fond appropriée à la symphonie chaotique qu'ils venaient de déclencher. Ils retournèrent au chantier naval, épuisés mais triomphants. La fiole stérile que le docteur Petrova tenait fermement dans sa main était leur trophée. Le lendemain matin, malgré leur fatigue, Léo passa l'appel. « Monsieur Chen, dit-il d'une voix rauque mais ferme, nous avons la preuve que vous demandiez. » David Chen, le journaliste, ne perdit pas de temps. Il s'envola pour Port Blossom le jour même. Professionnel et intense, il passa des heures avec Léo et le docteur Petrova à examiner le journal de bord du colonel, examinant les dossiers médicaux et la fiole de terre toxique. Il a ensuite mené une série d'entretiens approfondis, discutant longuement avec le docteur Petrova de ses décennies d'observation médicale et écoutant patiemment Léo raconter les aveux du colonel et les détails poignants de leur infiltration. L'équipe de scientifiques indépendants de Chen a vérifié l'échantillon de terre, dont la signature chimique unique correspondait aux toxines trouvées dans les échantillons de sang fournis par le docteur Petrova. Les preuves étaient irréfutables. Une semaine plus tard, la tempête a éclaté, non pas sous forme de vent et de pluie, mais d'informations. Le titre a fait la une des journaux nationaux, des portails d'information en ligne et des écrans de télévision. Le poison de Port Blossom. Comment Astrachem a enterré une ville et ses secrets pendant des décennies. L'histoire a fait l'effet d'une bombe. David Chen avait rassemblé les détails méticuleux des dossiers médicaux du docteur Petrova, les récits poignants des familles contraintes de fuir à bord du Morning Star et la vérité dévastatrice contenue dans l'Ehr. Il brossa un tableau accablant de la cupidité des entreprises, de la négligence environnementale et d'une dissimulation choquante qui s'était étendue sur plusieurs générations. L'échantillon de carottes était la preuve physique indéniable. Les retombées furent immédiates et catastrophiques pour Astrakam. Les actions s'effondrèrent, l'indignation publique déborda. Les poursuites judiciaires qui avaient été rejetées pendant des années furent immédiatement rouvertes. Les agences environnementales fédérales et d'État lancèrent des enquêtes à grande échelle, soutenues par des preuves indéniables et les témoignages puissants du réseau de l'espoir. Julian Croft et d'autres cadres clés furent arrêtés et accusés d'entrave à la justice et de crimes environnementaux. L'empire de mensonges bâti sur la souffrance de Port Blossom s'est effondré en quelques semaines. Les citoyens discrets et presque invisibles de Port Blossom, qui avaient vécu si longtemps dans un climat de maladie et de désespoir, se sont soudainement retrouvés sous les feux de la rampe nationale. Il y avait de la colère, certes, une fureur légitime qui avait été réprimée pendant trop longtemps, mais sous cette colère, une fragile graine d'espoir a commencé à germer. Des mois plus tard, les cicatrices physiques et émotionnelles de Port Blossom étaient toujours présentes, mais la blessure lancinante de l'injustice avait commencé à cicatriser. L'usine Astrachem, autrefois symbole d'oppression, a été saisie par le gouvernement. Une opération fédérale de nettoyage à grande échelle a été lancée, promettant de restaurer les terres et les eaux empoisonnées. Un fonds d'indemnisation de plusieurs millions de dollars a été créé pour les victimes et leurs familles. Pour Léo, le combat était terminé, mais son objectif n'était pas terminé. Le chantier naval de Port Blossom, autrefois lieu de rouille et de décadence, puis refuge clandestin, a connu une dernière transformation profonde.
Il est devenu la Donovan Hope Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à l'aide aux victimes de la pollution industrielle à travers le pays, fournissant une aide juridique, des ressources médicales et une aide à la réinstallation. L'ancien bureau où Léo avait trouvé les aveux du colonel fut méticuleusement restauré et devint le siège de la fondation. La cale cachée, autrefois porte secrète vers la liberté, était désormais utilisée ouvertement pour mettre à l'eau de petits navires de recherche qui surveillaient les efforts de nettoyage en cours dans la crique. Le Morning Star lui-même était soigneusement conservé dans une nouvelle cale sèche vitrée, magnifique monument solennel à l'espoir qu'il avait autrefois porté. Léo, avec le docteur Petrova à ses côtés, devint le premier directeur de la fondation. Il mit à profit sa discipline militaire et sa compassion de médecin pour bâtir une organisation solide. Il travailla sans relâche, motivé par le souvenir d'Eleanor Donovan et l'héroïsme discret du colonel. Il se surprenait souvent à marcher dans les locaux revitalisés du chantier naval, qui n'était plus un lieu hanté par les fantômes, mais celui d'un nouveau départ. Kaiser, désormais membre bien-aimé de la Fondation, était toujours à ses côtés. Le chien qui n'avait plus besoin de traquer des secrets cachés semblait marcher d'un pas plus léger, ses sens désormais à l'écoute des joies simples des mouettes, criant au-dessus de sa tête, et de le parfum de l'air salin pur. Un matin d'automne frais, alors que le soleil perçait enfin le gris perpétuel de Port Blossom, projetant une lumière dorée sur la crique, Léo se tenait sur le quai nouvellement reconstruit. Le docteur Petrova, désormais une amie et collègue de confiance, le rejoignit, un rare sourire sincère effleurant ses lèvres. « Regarde, Léo, dit-elle en montrant la mer. Un petit bateau de pêche peint d'un bleu vif et plein d'espoir quittait le port. Son équipage, clairement originaire de Port Blossom, leur faisait signe. Leurs visages n'étaient un plus tendus et fatigués. Ils avaient la promesse d'un avenir meilleur. Léo sourit d'un sourire profond et satisfait qui atteignait ses yeux. Il se pencha et gratta Kaiser derrière les oreilles. Le chien se pencha vers lui, sa tête gris argentée reposant contre la jambe de Léo. Le voyage avait été long, semé d'embûches et de chagrins, mais ils avaient accompli leur mission. Ils avaient honoré l'héritage du colonel et, ce faisant, Léo avait trouvé plus que la paix. Il avait trouvé un foyer, un but et un espoir tranquille et durable pour Port Blossom. L'héritage silencieux du désespoir s'était transformé en une aube vibrante. L'histoire de Léo et Kaiser nous rappelle que les plus grands héritages ne sont pas gravés dans la pierre, mais sont portés par la loyauté tranquille d'un cœur aimant. Elle montre que le courage d'une personne peut devenir la mission d'une autre, une simple vague d'espoir qui peut se transformer en un raz-de-marée de changement. Si leur parcours vous a touché, nous serions honorés de vous compter parmi notre famille de conteurs. En vous abonnant, nous vous invitons à partager dans les commentaires ci-dessous la partie de leur histoire qui vous a le plus touché. En partageant ce récit, vous contribuez à ce que son message de loyauté inébranlable trouve un nouveau cœur à inspirer. Le prochain chapitre de notre parcours courageux est prêt à commencer. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour poursuivre l'aventure avec nous.